Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Tahiti Nuit Télévision. Voici les principaux titres de cette édition. Qui, pour succéder à Gaston Floss à la tête du Amouteid Aotenun Amahui à une semaine du rendez-vous, on fait le point sur les candidats dans ce journal. Les sans-abri de Pape étaient dans l'objectif de la journaliste Doris Ramseyer. Les clichés en noir et blanc feront l'objet d'une exposition baptisée « Regard, un projet engagé en faveur de ces oiseaux de la rue ». Ils sont deux et commencent à se faire connaître dans les écoles primaires car depuis le début de l'année, ils présentent un spectacle à la demande de la CPS afin de sensibiliser les plus jeunes au bien-être alimentaire. Monsieur H et Mademoiselle Carotte sont nos invités ce soir. Le concept de Rahui fait son chemin jusqu'aux Australes où un nouveau projet a été présenté à la population de Riwatara. Objectif, vérifier que la demande de la population est toujours là. Mais avant de commencer cette triste nouvelle, un homme d'une trentaine d'années est décédé aujourd'hui début d'après-midi dans un accident de la route pour une raison qui reste à déterminer. 3 véhicules, un fourgon utilitaire, une berline et un camion-benne sont entrés en collision. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de ce nouveau drame de la route. Des dépistages d'alcool et de stupéfiants ont été réalisés sur les mises en cause. J-8 avant le congrès du Amouteid à Aotenun Amahui, les fidèles de Gaston Floss ont rendez-vous samedi prochain à Papeete pour choisir leur nouveau leader. Après sa démission de la tête du parti, le vieux lion va-t-il vraiment passer la main et à qui? Doit-on s'attendre à une guerre de succession ou l'unique candidat fait-il consensus? Élément de réponse avec Laure Philibert et Matai Horai. C'est ici qu'ont rendez-vous les militants du Amouiteira Aotenun Amahui dans une semaine pour décider du sort de leur parti. Au moins 800 personnes à jour de cotisation sont attendues. Salma Konena à Tiperui. Bruno Sandras, qui assure l'intérim à la tête du parti, est en charge de l'organisation du congrès. En 2 mois et demi, nous avons atteint 800 adhésions, ce qui est peu. Mais c'est 800 quand même qui vont voter samedi. C'est des gens qui ont décidé de remplir la fiche d'adhésion et ce faisant, ils affirment leur appartenance à ce parti et à ses valeurs. Et ils veulent participer à ce moment important de la vie du parti. Vous savez, en droit français, le droit des successions est une matière très complexe. En politique, la succession en matière politique, c'est encore plus compliqué. Je ne connais pas de succession politique qui se soit bien passée. J'espère que celle du Amouiteira, à la minute où je vous parle, ça devrait bien se passer. Les candidatures devront être déposées 15 jours de suite avant cette date-là. Finalement, les candidats ont un délai supplémentaire. Un seul s'est fait connaître. Il peut encore y avoir des candidatures jusqu'à vendredi prochain, 27 septembre à 17h. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule candidature, la mienne. Mais d'autres noms circulent chez les militants, comme celui du président historique du mouvement, démissionnaire début juillet. Ça serait une vraie surprise s'il se présente, parce qu'en fin de compte, si ce congrès extraordinaire est organisé, c'est parce qu'il a démissionné. Personne ne lui a demandé de démissionner. S'il se présente, ce qui est son droit absolu en tous les cas, je pense que les militants ne comprendraient pas la manœuvre. Dans ce cas-là, la question qui devra être posée, c'est pourquoi se représente-t-il puisqu'il a démissionné? Je ne vois aucune raison objective en tous les cas qu'il puisse se représenter. Je n'ai commis aucune faute, sauf une seule, c'est qu'il ne veut pas que ce soit moi le président du Amouiteira. Il reste encore une petite semaine aux postulants pour se manifester. À 8 jours du congrès, la question de la passation à la tête du Amouiteira Aotenun Amahui est loin d'être tranchée. Relaxé définitivement par la Cour de cassation dans l'affaire Radio Tefana, Oscar Temaru s'est exprimé pour la première fois ce matin lors d'une conférence de presse 2 jours après la décision de justice. Pour rappel, le président du parti indépendantiste était poursuivi avec Henry Lekai, Vito Mamatua Yahutapu et l'association Radio Tefana pour prise illégale d'intérêt sur cette dernière. En première instance, les mises en cause avaient été condamnées à des peines de prison avec sursis
ainsi qu'à des amendes. Un jugement annulé par la Cour d'appel qui avait prononcé une relaxe générale. C'est le parquet qui avait finalement saisi la Cour de cassation. Après 6 années de procédure judiciaire, le président du parti indépendantiste est revenu sur son parcours tumultueux et a fait part de son soulagement. Léa Gondon et Rarhaou Maha lui ont tendu le micro. Quand vous vous réveillez un bon matin, vous n'avez plus rien sur votre compte et on dit ensuite get out, alors là, on se pose des questions. Merci à la justice avec un grand J. Quelque part, on se dit, quelque part, il y a une justice. La justice, elle est encore possible en Polynésie. Elle continuera forcément, vous savez, à se tromper parfois. Elle n'est pas toujours juste, c'est une justice humaine, mais elle est possible. Elle n'est pas nécessairement sous contrôle, comme elle a pu l'être par le passé. Et ça, c'est un message d'espoir qui est important. La photographie pour mettre en lumière les sans-abri de Papeete, c'est le projet de Doris Ramseyer. Également journaliste, elle s'intéresse à l'humain. À travers son objectif, elle a capturé des regards et des scènes de vie de cette population parfois invisible, à des photos qui seront dévoilées lors de l'exposition Regards du 2 octobre au 2 novembre à la Brasserie Hoa. Rencontre avec Thomas Chabrol et Manon Kemumbai. Capturer des regards pour raconter en images les parcours de vie cabossés des sans-abri. Pendant 1 an, Doris Ramseyer est allée à leur rencontre. Au fil des discussions, elle recueille des témoignages et prend en photo ces visages. Certains marqués, d'autres cachés, des Polynésiens qui luttent quotidiennement pour s'en sortir. D'abord toujours commencer, je pense, par discuter, pour vraiment créer le lien, pour connaître la personne, pour pas arriver direct avec mon appareil photo et puis on immortalise. J'avais besoin de quelque chose de plus derrière. J'ai été très touchée, très bouleversée. C'est des parcours qui m'ont fait comprendre pourquoi ces personnes elles peuvent aboutir à la rue. Les premières rencontres ont débuté l'an dernier aux côtés de l'association Tetorea qui œuvre à la réinsertion sociale des sans-abri. La photographe participe à une action solidaire et noue peu à peu des liens de confiance. Le projet d'une exposition photo germe. Pendant des mois, elle côtoie une centaine de ces oiseaux de la rue, des nomades comme préfère le suggérer Tams. Dans les tumultes de son parcours, le jeune homme prône la solidarité. Lorsque la nuit brillera, lorsque le jour sombrira, lorsque l'instant sera là, lorsque tu deviendras belle, belle aux yeux de ton amour. C'est-à-dire que la personne à côté de toi, lorsqu'elle sera en difficulté, tu seras toujours là pour la relever. C'est ce qu'on fait dans la rue. Lorsque l'autre personne est en difficulté, on s'entraide. L'exposition Regard, c'est 42 portraits en noir et blanc. Une fenêtre pour ouvrir les yeux sur cette population que l'on observe parfois du coin de l'œil ou qu'on ne veut pas voir. À travers ces photos, l'artiste veut justement mettre en lumière ces hommes et femmes. Pour moi, le noir et blanc, ça efface les détails perturbants. On entre mieux dans la photo, c'est vecteur d'émotion. Ces personnes, elles deviennent invisibles. On passe devant, elles sont comme mangées par la ville. Et moi, j'avais envie qu'on les voit, qu'on prenne le temps. Là, elles sont en grand. On ne peut pas détourner le regard. Alors, on y va. Il y a ce face-à-face. Les tirages seront disponibles en plusieurs dimensions selon les scènes choisies. Une façon de partager au public un autre regard de ces individus fragiles et courageux à la fois. Les bénéfices de l'exposition seront reversés aux associations en faveur des sans-abri. Et dans les cours d'école, ils répondent au nom de Monsieur Énergie et Mademoiselle Carotte. C'est leur nom de scène, car ces deux artistes présentent depuis le début de l'année un spectacle dans les établissements scolaires. Objectif, sensibiliser les élèves au bien-être alimentaire. Une initiative de la CPS qui vient de passer une nouvelle commande de 40 spectacles. Cette fois-ci, Mademoiselle Carotte et Monsieur H. Yorana. Yorana dedans. Alors, votre première tournée a été suffisamment concluante pour que la CPS vous commande une autre série de spectacles? Alors, il semblerait. La première rencontre avec la CPS était assez formidable parce que du coup, ils nous ont proposé des thèmes et on a concerté ensemble afin de pouvoir mettre le côté artistique et leurs idées sur scène. Ils sont venus voir le spectacle le 4 mars qui a été joué à l'école du Taonnet et à la suite de ça, ils se sont débattus et ont proposé qu'on puisse le jouer dans plusieurs établissements scolaires, soit 40 au total.
Alors, avez-vous eu des retours sur vos interventions par les établissements ou par les parents, mademoiselle Carotte? Oui, bien sûr, on a eu beaucoup de retours, tous, positifs. Ouais, la plupart étaient plutôt chaleureux et je crois que le corps enseignant, l'équipe éducative, a trouvé complètement novateur notre approche sur le théâtre magie et qui est un support finalement complètement différent que des flyers ou des affiches qu'on pouvait proposer aux enfants. D'accord. La CPS vous demande de cibler les élèves du premier degré en particulier. Pourquoi le message a plus de mal à passer à l'adolescence? À l'adolescence, je pense pas qu'il y ait de difficulté à faire passer un message auprès des adolescents. La compagnie Zoltar Prod dont on fait partie, on est spécialisé spectacle éducatif jeune public et la CPS nous a proposé de rester dans notre corps d'origine. D'accord. Concrètement, qu'est-ce que vous enseignez aux élèves? Comment choisir les aliments, par exemple? Comment choisir les aliments? Le Nutri-Score. Oui, le Nutri-Score peut déjà être une bonne base parce qu'il est facile à lire pour eux, c'est des lettres qu'ils connaissent, c'est des couleurs aussi qu'ils savent identifier. Et puis on leur dit de manière générale que tout ce qui pousse dans la nature est très très bon. Comment décrypter les étiquettes des produits, par exemple aussi? Alors exactement, c'est-à-dire qu'on a une petite partie de théâtre magie là-dessus, sur le choix des couleurs, comme l'a dit Mlle Carotte, et puis ils le savent très bien, ce qui est vert généralement est autorisé, et ce qui est rouge est peut-être moins toléré, donc ce code-là ils le connaissent, donc c'était juste un petit rappel, et comme l'a dit une enseignante, comme elle nous a dit ça fait du bien, parce que même pour nous adultes, une piqûre de rappel, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, exactement. Combien d'élèves le spectacle a-t-il donc touché à l'heure actuelle? Environ 6000, je pense. C'est ça. Ouais. 6000. Les enfants qui aiment les chips et les boissons sucrées, comment vous faites pour leur faire comprendre que ce n'est pas bon pour la santé? Alors, c'est pas un spectacle moralisateur, au contraire, avec la CPS, on a bien travaillé là-dessus. C'est un spectacle qui est là pour les motiver à ce qu'ils s'aiment. Le plus important, c'est de s'aimer. Une fois que ce travail est fait, eh bien, après l'alimentation, comment faire pour les chips et les sodas? On a un tour de magie où on leur explique que trop de sucre dans le corps, finalement, ce sucre-là va se transformer en graisse. Et c'est là-dessus qu'il faut faire attention, en fait. Le corps a besoin d'un peu de sucre, mais pas une quantité astronomique. Et c'est à force de prendre des sodas et autres sucreries que ça peut être dangereux, mais tout abus. Trop de sport sans repos, voilà. Donc c'est surtout non moralisateur. Merci beaucoup, mademoiselle Carotte. Merci et monsieur H d'avoir accepté notre invitation. Merci. Maroudou. La 8e étape du Tour Tahiti Nui, longue de 102 km à Moorea, est partie ce matin de Te Avaru pour un tour de l'île et une arrivée prévue au Belvédère. Quentin Michel a démontré ses qualités de grimpeur. Il s'impose en 2 heures à 6 minutes. Les deux Américains, Jeffrey Morton et Andrew Carr, terminent 2e et 3e de cette 8e étape. Au classement général, par le pas de changement, Ryan Lacheny conserve son maillot jaune de leader. Demain, retour à Tahiti pour les 2 dernières étapes. 75 km entre Papeete et Hitia et le final, 48 km sur le front de mer à 2 Papeete. On écoute les réactions de Quentin Michel, vainqueur du jour, au micro Oriano Tefao. Je suis super content. En fin de tour, c'est ma troisième échappée. Et puis, on avait mis un plan de course en début. C'est pas forcément déroulé comme on le pensait, mais à la fin, il y a la victoire. Donc, je pense que tous les objectifs du jour sont accomplis. Donc, c'est une bonne journée. Je me doutais que j'étais le meilleur grimpeur. Donc, j'ai pas hésité à collaborer. Mais là, on est 8e étape. Ça commence à être un peu dur. Heureusement qu'il n'y avait pas 150 km parce que je pense qu'à la fin, ça aurait été long. Le TFC est à l'un des plus gros événements de l'année de MMA et c'est ce soir à Toata. On y retrouve Mike Liral en direct. Mike, bonsoir. Il y a plusieurs changements de programme cette semaine. C'est Manutei qui nous parlera donc ce soir en direct de Toata. À quel combat est-on assuré de voir ce soir, Manutei?
Alors oui, bonsoir Davidson et bonsoir à toute la Polynésie. Donc nous sommes ici en direct de Toata pour la 3e édition du Tahiti Fighting Championship. Donc ce que je peux te dire, c'est que les premiers combats viennent à peine d'être terminés. Là, nous sommes sur le 2e combat, toujours par catégorie. Donc nous partons de la catégorie des plus jeunes aux plus âgés. Donc on retrouve pour cette édition, pour cette 3e édition, 13 athlètes qui concourent donc pour cette année. Donc nous avons 2 athlètes en provenance de la Nouvelle-Zélande et un athlète qui nous vient tout droit des États-Unis, Davidson. Donc ce soir, les personnes sont au rendez-vous. Donc les tribunes se remplissent. À 17h30, on a donné le coup d'envoi. Donc le président du pays est actuellement aussi présent ce soir avec quelques membres du gouvernement. Donc ce que je peux te dire, Davidson, c'est que l'ambiance est présente ce soir. Donc cette soirée nous promet beaucoup de choses, surtout pour nos athlètes. Donc on espère que nos athlètes rapporteront des médailles pour cette 3e édition. Donc en tout cas, c'est ce qu'on les souhaite, c'est d'avoir des médailles pour cette année. Donc voici, Davidson, ce que je peux te dire ici en direct de Toata. Et c'était Manutei, ici à Papeete pour Tahiti Nui Télévision. Merci beaucoup Manutei pour toutes ces précisions et tous ces combats. Je vous le rappelle, seront progressivement diffusés sur la page Facebook de Tahiti Nui Télévision et l'intégralité de la soirée dans quelques jours. Ils passent des vacances au grand air. Une cinquantaine de jeunes de Huahine sont à Veirao depuis dimanche. Une visite dans le cadre d'un échange entre l'île des Raumatei et la commune associée de Taiarapu Ouest à Laure Philibert. Encore quelques heures à explorer la presqu'île. Ces jeunes de Huahine sont guidés par les élus communaux à travers les vallées de Veirao. Des sites peu connus du grand public, dans cet écrin de verdure, la cascade Fa'ana. Pour les sites qu'on a vus depuis ce matin jusqu'à l'heure actuelle, nous avons appris beaucoup de choses. La chose la plus importante, et je trouve pour nous les jeunes de Tefariri, c'est le fait d'avoir cette cascade. Dans la vallée, c'est beau, malgré de la boue, mais c'est beau. Puis direction Papehere et la source Veiruya. Nous sommes partis visiter la cascade de Veirao. C'est une très grande cascade. On a visité les foyers, les mairies, on a fait du sport, on a fait un peu de la danse. Voilà, et de la danse. Cette dernière journée d'échange à la fois culturelle et cultuelle entre les jeunes de l'église protestante Maori de Huahine et de Veirao s'achève au PK0. Un repas partagé et des souvenirs de vacances plein la tête pour aborder joyeusement la rentrée lundi. Cap maintenant sur les Australes, où la direction de l'environnement et l'ONG Piu Bartelli ont commencé une tournée. Objectif, sonder la population sur la mise en place d'un rahui, une aire marine protégée. Après Rurutu, ils se sont arrêtés à Rimatara, où notre correspondant Samuel Aravatua-Smith les a rencontrés. Le commentaire est de Moya Piron. En Polynésie, l'océan est encore relativement préservé, il y a encore du poisson, mais ça attire les flottilles à l'extérieur de la ZEE. Et c'est pour ça qu'aux Australes, c'est encore une zone riche, qui est encore préservée. Et les Australes souhaitent protéger leur océan avant que ça soit trop tard, avant que plus de bateaux captent la ressource. Instaurer un rahui à Rimatara, c'est une demande que la commune a faite il y a 10 ans déjà. Un premier projet avait été présenté en 2016. Aujourd'hui, le pays veut savoir si la population de l'île veut toujours de cette aire marine protégée. Protéger déjà ces espèces emblématiques, favoriser la régénération des stocks de poissons pour finalement pérenniser l'activité de pêche parce que le Polynésien est très attaché à son océan. Donc ça fait aussi partie du patrimoine naturel et culturel qu'il faut préserver. Il y a des bénéfices à la fois écologiques d'avoir une aire marine protégée, mais aussi économiques pour les Polynésiens. Le pays a voulu définir des zones de protection à l'intérieur de l'aire marine gérée Tenuiatea et l'archipel des Australes encore préservé a été choisi. Le conseil municipal comme la population, notamment les pêcheurs de Rimatara, sollicitent toujours la mise en place de ce rahui, avec une zone de 30 à 50 nautiques autour des îles réservée à la pêche artisanale. C'est la Polynésie qui va en bénéficier, ce sont les pêcheurs eux-mêmes.
Parce que là, il faut préserver la filière pêche. Si demain, il n'y a plus de poissons, si on n'a rien fait pour préserver, ils vont pêcher quoi? Et ça va apporter quoi à nos îles, par exemple? Mais on aura un anneau autour de chaque île où ça sera uniquement les autochtones qui vont pouvoir venir pêcher dans cette zone-là qui leur est réservée. Dans un contexte mondial de surpêche et de diminution des stocks de poissons, il devient nécessaire de préserver la ressource. C'est bien le principe d'un développement durable, c'est qu'on anticipe sur les besoins des générations futures. Donc les décisions importantes, c'est aujourd'hui qu'il faut les prendre. Le mois prochain, c'est à Reivave et Tupuai que la direction de l'environnement ira parler d'aires marines protégées. L'objectif serait de mettre ce Rahui en place en 2025. Nash fait son retour au Fénois. La première fois, l'humoriste était venu avec la troupe du Jamel Comedy Club. Cette fois, cette nouvelle figure du stand-up vient avec son propre spectacle qu'elle présentera ce soir et demain soir à la brasserie Hoa de Faréouté. Valentin Maillet fait également partie du voyage. C'est lui qui ouvrira les soirées. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Votre soirée sur TechNews Télévision. Ne manquez pas 3 épisodes de NCIS à Los Angeles. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur TechNews Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.